Salut les croque-lecteurs, je suis très heureux de vous retrouver pour ma toute première émission, et pas n'importe laquelle. En effet, avec l'équipe de Croque-Lecture, nous vous proposons un JT spécial interview passionnant. Comme d'habitude, nous avons eu le plaisir de rencontrer des auteurs tous plus intéressants les uns que les autres lors de Salon du Livre. Assez parlé, place aux interviews. C'est Lucas qui ouvre le bal avec un interview de Jean-Luc Marcastel au Salon du Livre de Montreuil. Bonjour Jean-Luc Marcastel, voudriez-vous nous présenter votre dernier roman, Le Retour de la Bête ? Alors, Le Retour de la Bête est une histoire qui se passe en 1942. L'année où les Allemands, pendant la guerre, s'étaient emparés de toute la France, y compris de la zone libre. Et c'est un roman qui se passe dans un petit village perdu au fin fond du Gévaudan, donc le pays de la bête. Et cet hiver 42 a été un hiver particulièrement rude. Et donc autour de ce village, on commence à retrouver des traces de pas dans la neige, des traces inquiétantes, des animaux disparaissent et les anciens du village commencent à reparler de la bête du Gévaudan. Et mon héros est un jeune garçon qui vit dans ce village-là et qui va à l'école communale du village. Et donc au début de l'histoire, eh bien lui, son meilleur ami, c'est un jeune garçon qui vient de Paris, avec qui il est devenu très ami, qui est venu cette année-là. Et il s'appelle Maurice, ce garçon, et c'est le neveu de l'instituteur. Enfin, c'est ce qu'il prétend, parce qu'en fait, mon héros sait que c'est pas vrai. Son copain lui a dit, en fait, il s'appelle Moshe, et c'est un petit juif que ses parents ont caché ici, pour le cacher des Allemands, et comme ça se faisait souvent, on les envoyait de Paris, comme ça, dans les villages. Et donc au début de l'histoire, eh bien, il y a bien deux bêtes qui arrivent dans le village, pas une, mais ce sont des bêtes mécaniques, ce sont des autochenillettes allemandes qui amènent des troupes qui cherchent des résistants. Elles ne vont pas trouver des résistants, mais elles vont trouver le petit garçon juif et l'instituteur, et vont les enfermer dans la salle de classe pour le lendemain les prendre et les envoyer dans un endroit où on ne revient pas. Mais les enfants du village, mon héros, Jacques et ses amis, et tous leurs copains vont décider que ça ne se passerait pas comme ça. Et ils vont décider de sauver leurs copains, de le faire évader, avec l'innocence un petit peu de l'enfance, sans penser aux conséquences de leurs actes. Et pour ça, ils ont un plan. Comme on est en train de reparler de la bête, ils vont décider de créer, à partir d'une vieille voiture trouvée dans une grange, une fausse bête. Et la nuit dite, ils vont l'amener, cette fausse bête, pour faire diversion. Et pendant ce temps, leur copain rentrera dans l'école et essaiera de faire évader leur ami. Mais évidemment, leur plan ne va pas tout à fait se passer comme prévu. On va dire un invité surprise va un peu bousculer leur plan. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de faire référence à la bête du Gévaudan dans votre roman ? Tout d'abord, c'est une légende qui est une légende de ma région. Donc je trouvais intéressant de la réutiliser dans un autre contexte, entre autres le contexte de la Seconde Guerre mondiale, et de montrer peut-être finalement dans cette histoire, entre autres choses, que la pire des bêtes n'est peut-être pas celle auquel on pense au départ. Dans votre ouvrage, la partie historique occupe une place importante. Avez-vous effectué des recherches pour le contexte historique ? Oui, tout à fait. Et puis moi, je connaissais quand même pas mal d'histoires dans ma région autour de la bête. Donc c'est vrai que du coup, j'ai pu les utiliser moi. Puis j'ai fait des études d'histoire aussi. J'étais professeur d'histoire-géographie avant de devenir écrivain à temps plein. J'écrivais déjà, mais donc je connaissais bien toutes ces histoires-là et le contexte de l'histoire, celui de la Seconde Guerre mondiale. Comment s'est effectuée la rencontre avec les éditions Gulfstream ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer avec eux ? Nous sommes une première fois rencontrés avec Paola Grieco, donc des éditions Gulfstream aux Imaginales. Et l'année dernière, on s'est rencontrés une nouvelle fois ici où je lui ai présenté le projet et donc où elle l'a accepté, donc à Montreuil. Et nous avons après ça signé un contrat et donc j'ai écrit le livre et je lui ai rendu. Quand un nouveau tome des Chroniques de Pulpillac, de quoi parlera-t-il ? Dans le dernier tome des Chroniques de Pulpillac, le numéro 3 à sortir en janvier 2019, eh bien, il sera question de l'attaque des 6 bovins. Voilà, parce que la grande firme internationale San Monto, eh bien, en fait, a mis des puces dans des pauvres bovins pour pouvoir contrôler leur taux d'hormones, leur taux de croissance et même les télécommander pour rentrer à l'étable. Mais malheureusement, l'ordinateur qui contrôle tout ça va prendre la foudre et va devenir conscient et en scannant toutes les nouvelles du monde, on va dire sur Internet, va décider que
Vraiment, l'espèce humaine est trop destructrice pour lui laisser la conduite de la planète et qu'elle va les remplacer par l'espèce pacifique des cibovins qu'elle va créer elle-même. Et vous savez pas le plus fort, c'est que quelques temps après, je regardais un reportage sur le salon de l'agriculture et ce que je vois marqué des vaches connectées. Et je me dis mais c'est pas vrai, la réalité rejoint la fiction. Parmi vos futurs ouvrages, en 2019 va sortir Un jour une étoile. Pouvez-vous nous en parler? Eh bien, Un jour une étoile est une histoire qui parle d'humanité, qui parle, ça commence dans une ville un petit peu en ruine, dans laquelle des tribus s'affrontent, et où le héros, un jour, et où en fait, à chaque fois qu'on arrive à peu près à l'équivalent de 18 ans, on disparaît, on est enlevé par des créatures de métal. Et donc mon héros vit dans cette ville-là, et un jour, quelque chose va tomber du ciel, et dans une espèce de capsule, et dans cette capsule, il y a deux créatures étranges, deux créatures revêtues comme une espèce d'armure de métal, plus petite que lui, un peu bizarre, et il va en recueillir une, la femelle, qui n'est pas morte, le mâle est mort. Et en fait, il va lui porter secours. Et à partir de là, tout va commencer à basculer pour lui. Il va découvrir que le monde dans lequel il vit, tout ce qu'il croit savoir est un mensonge. Et qu'est-ce qui va se passer après? Et des rapports étranges vont commencer à se développer entre lui et cette créature. Très intéressant, n'est-ce pas? On continue avec une interview de Célia Flo, rencontrée par Flavien au Salon du Livre de Paris. Pouvez-vous nous présenter votre roman Le Cirque Interdit? Bonjour, donc Le Cirque Interdit, c'est une dystopie qui se déroule dans une France un petit peu différente de la nôtre, puisque le parti Zéro Risque a pris le pouvoir et donc il interdit aux gens de prendre des risques. Il est interdit de faire du ski, il est interdit d'innover, d'entreprendre, et tous les faits et gestes des gens sont très surveillés. Mais c'est pour votre sécurité. Et c'est donc l'histoire de Maria, une jeune femme dont les parents sont morts sur la piste du dernier cirque de France, qui va infiltrer ce cirque pour mener l'enquête sur la mort de ses parents. Bien sûr, au fur et à mesure qu'elle rencontre des gens, son opinion sur la société, le parti Zéro Risque et sa vision des choses va changer. Comment avez-vous créé votre univers dystopique? Alors, il y a eu plusieurs éléments qui se sont rencontrés. En ce qui concerne la dystopie, c'est un petit peu notre actualité qui m'a influencée, puisqu'on voit que de plus en plus, il y a au niveau national des règles qui sont mises en place, qui sont faites pour nous protéger officiellement, mais qui peuvent aussi avoir des répercussions sur notre liberté au quotidien. Et donc il me semblait intéressant d'interroger ces règles en les poussant de façon plus prononcée dans une société imaginaire, mais qui finalement n'est pas si loin de la nôtre. Et ça s'est croisé avec toute mon admiration pour le Cirque du Soleil, qui est un cirque magnifique, qui est un cirque sans animaux, où donc tous les artistes sur scène sont volontaires, qui est un cirque qui raconte une histoire et qui porte des valeurs. Et il me semblait donc intéressant de mettre en scène cette confrontation entre des artistes passionnés qui acceptent de prendre des risques pour l'amour de l'art et un gouvernement qui pense que ça n'en vaut pas la peine. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le monde du cirque? Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans le monde du cirque, c'est l'opposition entre la lumière et l'obscurité. La lumière et les spots de la scène, l'obscurité des coulisses, et le fait qu'un artiste qui monte sur scène dans un cirque va nous faire croire à tous que c'est magique, que c'est facile, en nous dissimulant la véritable souffrance, le travail immense qui se cache en coulisses. Et je pense que c'est un peu le cas de beaucoup d'artistes, c'est-à-dire que on se cache derrière un livre, on se cache derrière une partition, derrière du maquillage, mais ça ne nous empêche pas d'être sincères. Comment s'est faite la rencontre avec les éditions Skinéo? Alors, bien sûr, j'ai envoyé mon manuscrit, donc c'est une maison d'édition que je connaissais depuis longtemps. Je savais que ce roman pouvait correspondre à leur ligne éditoriale, et Jennifer aussi y a vu un certain potentiel. Et donc, lorsqu'on a échangé, on a bien vu qu'elle et moi, on se comprenait parfaitement sur les valeurs que je voulais transmettre à travers ce livre. Quels sont vos futurs projets? Alors, ce sont des projets qui se déroulent dans des univers très différents, c'est-à-dire que c'est de la fantaisie asiatique. Mais on y retrouve encore et toujours des jeunes femmes qui sont dans des sociétés très rigides et qui doivent trouver leur propre personnalité et leur propre liberté. Pour finir, Lucas a interviewé Val Réel, toujours au Salon du Livre de Paris. Pouvez-vous nous parler du premier tome de votre série Irénée et le grand esprit du mammouth? Alors,
Irinei, c'est l'histoire d'un enfant chaman sibérien qui a 12 ans et qui redonne la vie à un mammouth qui est pris dans les glaces depuis 20 000 ans. Et des paléontologues américains viennent déterrer ce mammouth et l'emportent aux États-Unis, à Los Angeles, pour l'étudier dans un laboratoire scientifique. Et là, ils se rendent compte que ce mammouth est une femelle et qu'elle porte un petit et que leurs cœurs battent encore. Alors évidemment, ils ne comprennent rien, ils ne peuvent pas imaginer que c'est un enfant chaman qui a redonné la vie à ce mammouth. Et toute l'histoire, c'est que ce petit garçon, Irinei, qui a 12 ans, va venir aux États-Unis pour remporter son mammouth sur la toundra en Sibérie pour qu'il soit libre et heureux. Il s'agit de votre premier roman jeunesse. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire pour ce public ? C'est une histoire que j'ai en tête depuis 20 ans. Et parce qu'il y a un acte magique au départ, je me suis dit que ça correspondait plus à un public jeunesse, le fait que cet enfant chaman, par ses pouvoirs magiques, redonne la vie à ce mammouth. Et puis parce que le héros a 12 ans, donc je me suis dit, ça correspond mieux aux enfants. Mais en fait, ce qui est amusant avec ce roman, c'est que tout le monde le lit. C'est-à-dire, c'est pas seulement les gens de 12 ans, c'est aussi les parents, les grands-parents, tout le monde. Vous abordez un thème d'actualité qui fait l'objet de nombreux débats, celui de l'écologie. En quoi cela vous semblait-il important d'en parler ? Quel message souhaitez-vous faire passer à travers votre ouvrage ? Une critique de la société peut-être ? On est évidemment actuellement dans des problèmes écologiques terribles et extrêmement urgents. Donc à travers cet enfant qui, lui, par sa culture, a le respect total de la nature et des animaux et tout ça, j'ai raconté cette histoire pour effectivement faire réfléchir les gens à la manière dont nous, on traite les animaux et comment on détruit la nature, comment on détruit le monde. Voilà. Et effectivement, cet enfant qui vient d'une culture très lointaine va débarquer aux États-Unis dans notre société de consommation. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas juste une critique de la société américaine, c'est la société de consommation en général, le monde occidental qui détruit tout. L'histoire se déroule en Sibérie. On imagine que cela a dû vous demander beaucoup de recherches afin de pouvoir nous faire découvrir la culture de votre personnage principal, Irinei. En fait, il y a 20 ans, je travaillais dans une société de documentaire qui faisait 3 fois 52 minutes sur l'extraction d'un mammouth en Sibérie, dans une peuplade qui s'appelait les Dolganes. Et moi, je voyais ça, il y a 20 ans, je regardais ça et je me disais, il y a une histoire incroyable à faire. Et donc, j'ai beaucoup regardé de documents sur ces peuplades, sur les Dolganes et sur les extractions de mammouths, les recherches paléontologiques qui réellement ont eu lieu. Et c'est de toutes ces choses que sont parties l'histoire. Voilà, donc il y a une base réelle sur tout. Avez-vous de futurs projets ? Pouvez-vous nous en parler ? Alors des projets, j'en ai plein, toujours. Le projet principal, et qui est dans ma tête depuis 20 ans, c'est le cinéma, c'est d'en faire un film. Alors, j'ai essayé il y a 20 ans, mais on m'a dit « Oui, vous êtes gentil, mais un film avec un mammouth, ça coûte un peu cher. » Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les effets spéciaux qu'on a maintenant. Et à l'époque, en plus, on ne parlait pas de tous ces problèmes écologiques et de 6e extinction de masse des animaux et tout ça, donc c'était pas vraiment dans l'air du temps. Mais maintenant, oui, complètement, malheureusement, je dirais. C'est terrible, mais c'est vrai. Bon. Et donc là, on est en train de relancer les producteurs. On a une piste avec un producteur. Et le grand rêve absolu depuis plus de 20 ans, c'est d'amener ça au cinéma, bien sûr. Chers croque-lecteurs, l'émission est déjà terminée. Le temps passe vite, n'est-ce pas ? On espère que le JT spécial interview vous a plu. C'est toujours un honneur pour l'équipe de rencontrer les auteurs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram et Facebook, où nous avons le plaisir d'échanger avec vous. À très vite pour de nouvelles lectures. Heureusement qu'on a des vacances. Pour lire. Ah non, j'ai pas assez de vacances pour lire tout ce que j'aime.